de plus en plus difficile et les Anglais commençaient à trouver excessifs les besoins des plantations. De plus, les marchands se trouvaient impliqués dans de nombreuses et coûteuses procédures vexatoires engagées par des gens qui avaient bien accepté d'émigrer, mais contestaient ensuite pour détention illégale. Non, mais protestaient ensuite pour détention illégale. C'est-à-dire que ils étaient d'accord pour être déportés, pour faire le voyage, pour aller travailler sous contrat, et ensuite ils disaient que ça n'avait jamais eu lieu le contrat et que c'était totalement illégal ou ce genre de choses pour ensuite devenir libre. Je pense que c'est un peu ça la marmaille. Les travailleurs sous contrat ne se renouvelaient pas en nombre suffisant pour remplacer ceux dont le contrat avait expiré. Sur les plantations, la fuite était facile pour le travailleur blanc, moins facile pour le N, qui, une fois libéré, avait tendance par précaution à rester en un lieu où il était connu et où il avait moins de chances d'être appréhendé comme vagabond ou esclave en fuite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une fois affranchi, il était obligé de rester au même endroit. Obligé de rester là, à cohabiter, à côtoyer son ancien maître, l'entourage Alors que le blanc, lui, il passe inaperçu, hein. Il passe inaperçu parce que le noir, s'il décide même de changer de ville, il peut se faire capturer et finir encore esclave ailleurs alors qu'il est libre. Le travailleur blanc attendait de la terre à la fin de son contrat, le N, dans un environnement étranger, reconnaissable aux traits et à la couleur, ignorant le langage et les manières du blanc, pouvait facilement être privé de terre une fois pour toutes. Ces différences raciales permettaient de mieux justifier et racialiser l'esclave du N, dont on pouvait exiger une obéissance aussi mécanique que celle d'un bœuf de labour ou d'un cheval de trait. Cette désignation, voire cette totale soumission morale et intellectuelle qui seule rendent possible l'esclavage. Ouais, parce que le blanc, quelque part, il connaissait la loi, en fait. Il connaissait la langue, il connaissait les mœurs, il pouvait se défendre. Il pouvait contester si on essayait d'abuser même du contrat ou il pouvait, en fait. Alors que le noir, pas du tout. Et donc, pour l'homme, d'ailleurs, cet exemple, ça revient un peu avec ce qu'on peut constater dans certains lieux. Il y a des pays où les gens vont facilement... Moi, je prends le cas dans mon enclos où tu vas avoir des Libanais, par exemple. Ça, c'était avant, mais ça se fait encore, où ils vont recruter très facilement des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, etc. Ils vont facilement les recruter, ils préfèrent les recruter pour plusieurs raisons. Mais souvent, la raison principale, c'est que certains n'ont pas de titre de séjour, par exemple. Ou alors, ils ont le titre de séjour, mais ils savent que comme ils ne sont pas dans leur pays, il y a cette peur-là. Il y a cette peur, donc tu es obligé de te soumettre à ce que le patron libanais va dire. Alors que quand tu es autochtone, certes, oui, il y a la corruption, mais en fait, c'est un peu plus difficile avec celui qui est du pays. Et je pense que c'est la même chose que si c'est au Sénégal, il aura tendance à... Bon, après, je sais pas moi, on oublie un peu le côté des lois qui vont, voilà. Mais dans l'ensemble, ils vont quand même avoir, ils vont être quand même beaucoup plus délicats vis-à-vis de l'autochtone, en fait, que de l'étranger, l'Africain qui vient d'ailleurs. En fait, c'est plus ou moins le même principe de façon générale, en fait, dans la forme, pour dire que le blanc, il aura plus tendance à être embêté par l'esclave blanc, parce qu'au final, l'esclave blanc, il a certes un droit de propriété qui est limité, il a quand même certains droits qui sont limités, mais il est esclave, oui, il a un contrat, mais
en fait, ça, il peut quand même contester certaines choses si ça va au-delà de son contrat. Il peut aussi exiger certaines choses parce qu'il sait que il a le droit de demander une terre. Alors que l'esclave noir, il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas la culture, il ne connaît pas, enfin, il est complètement dépaysé, perdu. Même s'il a travaillé là toute sa vie, mais il a été maintenu dans l'abrutissement, volontairement. Donc lui, c'est plus facile pour le blanc de préférer l'esclave noir à un esclave blanc. Ok, on va bientôt arrêter. Le chapitre 1, il n'y a pas de sous-titres, il y a mais... En vrai, on pourrait le terminer, mais j'ai pas envie de lire pour lire, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont riches et intéressantes dedans. Et il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans certains ouvrages de Diop, de Walter Rodney, de plein d'auteurs. Donc, je pense que c'est important qu'on le lise et qu'on digère aussi. Enfin non, il y a certains points. Donc, je reprends. Le travailleur blanc attendait de la terre à la fin de son contrat. Le N, dans un environnement étranger, reconnaissable aux traits et à la couleur, ignorant la langue, le langage et les manières du blanc, pouvait facilement être privé de terre une fois pour toutes. Ces différences raciales permettaient de mieux justifier, rationaliser l'esclavage du N. Trouver des raisons à pourquoi il faut plutôt privilégier l'esclavage du noir à celui du blanc. Voilà. Donc, justifier et rationaliser l'esclavage du N, dont on pouvait exiger une obéissance aussi mécanique que celle d'un bœuf de labour ou d'un cheval de trait, cette désignation, voire cette totale soumission morale et intellectuelle qui seule rendent possible l'esclavage. Finalement, et ce fut le facteur décisif. L'esclave N était moins cher. Avec l'argent que coûtait le travail d'un homme blanc, pendant 10 ans, on pouvait acheter un N à vie. Donc, le travail que le blanc, sa main-d'œuvre en fait, ce que ça va te coûter pendant 10 ans, avec ça, avec le travail qu'il va fournir pendant 10 ans, ça vous permet d'avoir un esclave noir. C'était l'équivalent d'un noir à vie, quoi. Comme l'affirmait le gouverneur de la Barbade, les planteurs barbadiens avaient fait l'expérience, je cite, que 3 noirs travaillaient mieux et moins cher qu'un homme blanc. Fin de citation. Mais l'expérience menée avec les travailleurs blancs devait s'avérer précieuse. Enlever des hommes en Angleterre était plus difficile que de les enlever en Afrique. Les capitaines et les navires s'attaquaient à l'Afrique forts de leur expérience dans le trafic des Blancs. Voilà, c'est exactement ça. Ils avaient déjà une certaine expérience chez eux, dans les enlèvements, dans les attaques, les kidnappings, tout ça. Ils avaient déjà cette expérience. Donc quand ils vont en Afrique, ils ne feront qu'une mise en pratique de ce qu'ils font déjà, ils savent faire depuis. Ils vont pas venir improviser. Bristol, le centre du commerce de travailleurs forcés, devint l'un des centres du commerce d'esclaves. Le capital accumulé à la suite de la pratique de l'un finança l'autre.
Là, il est en train de dire que l'esclavage des Blancs a aussi, en fait, le capital cumulé dans cet esclavage-là, ou c'est moi qui ai mal compris, a permis aussi de fournir des finances, les biens, le capital, pour mettre en pratique l'esclavage des Noirs. Je crois que j'ai mal compris. Je vais relire. Il fallait bien qu'il trouve l'argent quelque part, entre l'église, entre les... sachant que c'était les autorités, hein, les familles royales et tout ça. Donc, les meneurs, le capital accumulé. Donc, je reprends un peu plus haut. Bristol, le centre du commerce de travailleurs forcés, donc blancs, esclaves, devint l'un des centres du commerce d'esclaves. Le capital accumulé à la suite de la pratique de l'un finança l'autre. L'asservissement blanc fut la base historique sur laquelle se construisit l'esclavage noir. Les meneurs, parmi les criminels travaillant dans les plantations, devinrent très naturellement les chefs des esclaves. Vous imaginez un peu l'argent que l'Église a quand même pu se faire dans ce truc-là? Quand on a lu les déportés que l'Église a pu faire. Et quand on déporte, eh ben, c'est l'Église qui prend l'argent que ces gens vont se faire là-bas. Je cite, en nombre important, écrit le professeur Phillips, les Africains étaient des tares venus dans un système déjà développé. Les Africains étaient des tares venus dans un système déjà développé. Ils n'ont pas trouvé un système naissant ou inexistant qui a été mis en place avec leur venue. Non, c'est un système qui était déjà développé. Fin de citation. C'est donc ici que se situe l'origine de l'esclavage nègre. Ouf, j'ai dit le mot, tapoté, merci. La raison d'être est économique et non raciale, liée non pas à la couleur du travailleur, mais au bas prix de son travail. Comparé au travail indien et blanc, l'esclavage noir était éminemment supérieur. Je cite, dans chaque cas, écrit Bassett, à propos de la Caroline du Nord, ce fut la survie du plus capable qui l'emporta. Ce fut la survie du plus capable qui l'emporta. L'esclavage indien et la servitude blanc durent céder le pas à l'endurance, la docilité et la plus grande capacité de travail de l'homme noir. Donc, à la base, c'est l'esclavage des Africains. Bon, on le sait, on s'en doutait, on le sait. C'était des raisons économiques. Des raisons économiques. Et on dit que ce système va faire naître un bébé qu'on appelle le racisme. Parce qu'il faut bien justifier pourquoi vous vous comportez de telle façon. Et à cette époque-là, on sait qui avait l'autorité morale, donc l'Église, qui avait toute autorité morale. Donc c'était l'Église qui a fourni plus ou moins la Libye. Après l'Église, ça a été la science. Parce que eux, ils se servent toujours de tout ce qui représente l'autorité chez eux pour justifier leurs exactions. Les traits de l'homme, ses cheveux, sa couleur, ses dents blanches, ses caractéristiques de sous-homme,
si largement évoquées ne furent que des rationalisations tardives pour justifier un simple fait économique. Les colonies avaient besoin de main-d'œuvre et recouraient au travail des haines parce qu'il était le meilleur et le moins cher. Ça veut dire que si l'Indien d'Amérique, en parenthèse l'Indien d'Amérique, remplissait les mêmes caractéristiques physiques et permettait à l'homme blanc de pouvoir fructifier son économie, ça ne serait pas l'Africain, mais plutôt l'Indien qui aurait été à la place de l'Africain pendant des siècles. Et derrière, ils auraient aussi créé d'autres théories pour légitimer ça. Ce n'était pas une théorie, mais une conclusion pratique tirée de l'expérience personnelle du planteur. C'est le planteur qui affirmait que le noir, il était plus endurant, En fait, ce sont ces conclusions de l'expérimentation qu'il a de cet Africain-là, du blanc, de l'Indien sur le terrain, qui fait cette comparaison et qui, au final, fait un retour et dit, lui, il est plus endurant, il m'apporte beaucoup plus, je gagne plus avec lui qu'avec les deux autres. Donc ce n'est pas une théorie, ce sont des faits avérés. Il serait allé jusqu'à la Lune pour se procurer de la main-d'œuvre. Exactement. Si l'Africain avait la même force que l'Indien et l'Européen et qu'ils avaient trouvé des Martiens qui étaient plus forts, ils seraient allés chercher les Martiens ou des gens sur la Lune pour aller chercher la main-d'œuvre qui serait capable de faire mieux que les autres. Or, l'Afrique était plus proche que la Lune, plus proche aussi que les régions plus peuplées d'Inde et de Chine. Mais leur temps devait venir. Cet asservissement des Blancs est d'une importance cruciale pour la compréhension du développement du Nouveau Monde et de la place du Noir dans ce développement. C'est vrai que, c'est une parenthèse, c'est vrai que quand on parle de la question de l'esclavage, on dit bien évidemment qu'ils se sont asservis, on parle des Slaves, etc. Mais on n'insiste pas beaucoup sur les Blancs déportés. Parce que rien que déjà le fait que la manière dont ils déportaient les Blancs vers le Nouveau Monde, par exemple, je déteste l'expression, mais ils déportaient les Blancs dans les Caraïbes, en Amérique, etc. Ça permet déjà de voir en fait la manière dont ils s'y prenaient dans cette situation, dans cette pratique-là. Ce qu'ils avaient mis au point. Et on voit très bien que ces techniques-là, ils vont les employer sur nous. Et c'est une suite logique, hein. Ils vont les employer sur nous. Sur nos ancêtres. Après, on est nos propres ancêtres aussi, hein. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi ils sont partis du blanc au noir. Pourquoi ils ont laissé l'Indien. Ça permet de comprendre les véritables raisons derrière. Et les raisons, elles sont économiques. Ils n'ont pas arrêté d'esclavagiser des blancs parce qu'ils étaient blancs. Parce que ce qui compte pour eux, ce sont les intérêts. S'ils gagnent plus ailleurs, ils vont arrêter de traiter avec toi pour aller ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est aussi une réalité que le racisme existe, que c'est une construction bien tardive et cette construction-là justifie et a justifié beaucoup de choses. C'est une réalité. Parce que le racisme va naître de l'esclavage.
Donc aujourd'hui, on ne peut plus les dissocier finalement. On ne peut plus les dissocier. Parce que l'un est le bébé de l'autre. Donc je reprends, cet asservissement des Blancs est d'une importance cruciale pour la compréhension du développement du Nouveau Monde et de la place du Noir dans ce développement. Il fait éclater le vieux mythe du Blanc incapable de supporter l'effort du travail manuel dans le climat du Nouveau Monde, seule et unique raison pour laquelle les puissances économiques auraient eu recours aux Africains. L'argument est indéfendable. Un dicton du Mississippi énonce: il est vrai que, je cite, seuls les Noirs et les mules peuvent affronter le soleil de juillet. Mais les Blancs affrontèrent pendant plus d'un siècle le soleil de la Barbade et des sales bourgeois de Georgie repoussèrent avec indignation l'idée que la culture du riz pouvait être nuisible à leur santé. Attends. Oh là là. Quoique situés en zone tropicale, les Caraïbes offrent un climat plus uniforme que le climat tropical proprement dit. La température y excède rarement 80 degrés. Non, là c'est les 80 degrés, les températures des Anglais. Je ne sais pas du tout comment on les calcule en... et reste constante pendant presque toute l'année. L'insupportable humidité d'une journée d'août dans certaines régions des États-Unis n'a pas d'équivalent dans les îles exposées au vent de la mer. De plus, aux États-Unis, seule la bande sud de la Floride est dotée d'un climat tropical. Et pourtant, le travail prospérait en Virginie comme en Californie. Le sud des États-Unis n'est pas plus chaud que l'Italie du Sud et de l'Espagne. Et Tocqueville demanda pourquoi l'Européen ne pouvait y travailler alors que rien ne l'empêchait. Dans les deux pays précités, l'invention par Whitney de la machine à égrener le coton autorisa l'espoir d'une production de petites entreprises avec une main-d'œuvre libre. Et il en fut effectivement ainsi. Là où le fermier blanc était évincé, ce n'est pas par le climat, mais par la plantation d'esclaves. Et il se mettait en route vers l'ouest jusqu'à ce que l'expansion d'autres grandes plantations l'oblige à se remettre à errer. Weston désignait en 1867 que les travaux des champs de l'extrême sud. Attendez. Weston soulignait en 1867 que les travaux des champs de l'extrême sud, ainsi que tous les durs travaux de plein air de la Nouvelle-Orléans, étaient exécutés par des Blancs, sans préjudice de leur santé. Je cite, « Aucune partie des régions continentales du Golfe du Mexique, écrivait-il, aucune des îles qui le séparent de l'océan ne doivent être abandonnées aux pratiques barbares de l'esclavage nègre. » Fin de citation. À notre époque, où nous avons été personnellement témoins de la déportation des Noirs par des paysans blancs du Sud et de la migration massive des Noirs du Sud vers les régions plus froides de Détroit, New York, Pittsburgh et autres centres industriels du Nord, on ne peut plus se contenter de l'argument facile qui explique la présence des Noirs sur les plantations d'esclaves par un climat jugé trop rigoureux pour la constitution physique de l'homme blanc. La déportation des Noirs par des paysans blancs du Sud. C'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que ces paysans blancs qui étaient en CDD, une fois
libres qui ont été traités, parfois maltraités, par leurs maîtres blancs, une fois eux libres, est-ce qu'ils traitaient mieux les Noirs? Est-ce qu'ils avaient des esclaves? Bien sûr que si. L'émigration espagnole de petits blancs en direction de Cuba, constante jusqu'à la fin de l'hégémonie ibérique, caractérisait parfaitement la politique coloniale de l'Espagne. Fernando Ortiz a bien décrit la différence entre le rôle du tabac et celui du sucre dans l'histoire cubaine. Le tabac était une industrie blanche libre, culture intensive sur de petites exploitations. Le sucre était une industrie d'esclaves noirs. Dans le tabac, les esclaves blancs, le sucre, les noirs. Culture intensive sur de vastes plantations. Il a également comparé l'industrie libre du tabac cubain avec son équivalent en Géorgie, basé sur le travail des esclaves. La différence ne venait pas du climat, mais de la structure économique des deux régions. Les Blancs n'ont sûrement pas résisté à la chaleur tropicale de Cuba pour succomber à celle de la Barbade. Le jibaro, pauvre paysan blanc de Porto Rico, reste l'exemple type qui, selon les propres termes de Grenfell Price, démontre à quel point est fausse l'idée qu'après 3 générations, l'homme blanc ne peut s'adapter au climat des tropiques. J'ai failli dire tropical. Je reprends. Le jibaro, pauvre paysan blanc de Porto Rico, reste l'exemple type qui, selon les propres termes de Grenfell Price, démontre à quel point est fausse l'idée qu'après 3 générations, l'homme blanc ne peut s'adapter au climat des tropiques. Des communautés blanches similaires ont survécu dans la mer des Caraïbes, des premiers établissements jusqu'à notre époque à Saba, à Saint-Martin, île hollandaise de Petites Antilles. Les colons français ont vécu pendant quelques 60 ans à Saint-Thomas, non seulement comme pêcheurs, mais encore comme agriculteurs, constituant aujourd'hui, je cite, la classe paysanne la plus importante de l'île. Le docteur Price conclut, je cite, à condition que les régions ne soient pas affectées par les formes aiguës de maladies tropicales, que l'opération soit économiquement rentable et que la communauté se montre décidée à entreprendre un dur travail physique, il apparaît que dans les régions au vent alizé, les Blancs peuvent parfaitement se maintenir pendant des générations. Fin de citation. Il y a une centaine d'années environ, un certain nombre d'émigrants allemands s'établit à Seaford en Jamaïque. Ils survivent encore aujourd'hui sans signe notoire de déclin, démontant la croyance que les Nordiques ne peuvent survivre sous les tropiques. Un peu comme ceux-là là, qu'on retrouve en Afrique du Sud. Là. Même si je sais que le climat est quand même moins dur par période que dans certaines régions du continent. Mais on va dire que c'est déjà plus dur ce climat en Afrique du Sud que en Norvège ou en Allemagne ou voilà. En bref, là où l'agriculture tropicale a gardé sa base de petites exploitations, les Blancs ont fait plus que survivre. Ils ont prospéré. Ça ne les a pas empêchés de s'installer, de prospérer sur ces territoires-là, malgré la dureté du climat dont on parle. Donc, c'est pas le climat qui a fait que les Blancs aient préféré à servir des Noirs plutôt que des Blancs à un moment donné.
C'est pas ça qui les a poussés à arrêter de soumettre d'autres blancs, de déporter les blancs, etc. Le climat, c'est pas la raison primordiale, principale, quoi. En gros, c'est ça. Là où les blancs disparurent, c'est en raison non du climat, mais de la suppression de la petite ferme au profit de la grande exploitation agricole avec son constant besoin de main-d'œuvre abondante. Donc, en gros, c'est plus ou moins le capitalisme qui va les faire disparaître en quantité, quoi. Là où on va les retrouver en grande quantité dans des colonies, sur des territoires, c'est surtout l'avenue des industries, des grandes industries qui va les faire partir. Vu que ça va remplacer, les machines vont, par exemple, les machines vont remplacer la main-d'œuvre physique, quoi. La théorie de la plantation, basée sur le climat, n'est donc rien d'autre que le fruit d'un raisonnement a fortiori. Dans un excellent essai de ce sujet, le professeur Edgar Thompson écrit, je cite, « La plantation ne s'explique pas par le climat, c'est une institution politique. » Fin de citation. On pourrait ajouter, « C'est une institution économique. La théorie du climat, je cite, fait partie de ces idéologies qui rationalisent et expliquent un ordre social et économique existant, un ordre qui semble comporter partout où il existe un problème racial. » Ah, je relis. Donc, au sujet du climat, c'est une institution politique. La plantation ne s'explique pas par le climat, c'est une institution politique. La plantation. On pourrait ajouter, c'est une institution économique. La plantation est une institution politique, c'est une institution économique. La théorie du climat, je cite, fait partie de ces idéologies qui rationalisent et expliquent un ordre social et économique existant, un ordre qui semble comporter partout où il existe un problème racial. Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses. S'il y a des gens qui veulent monter, réagir, n'hésitez pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on va retenir, les grands points de la lecture d'aujourd'hui, c'est déjà cette pratique-là des esclaves blancs déportés dans les lieux où les Noirs seront eux aussi déportés. C'est-à-dire qu'avant les Africains, il y a d'abord les Blancs qui sont déportés. Et les Blancs sont déportés sous plusieurs formes en fait. Il y a plusieurs raisons qui vont les emmener à être déportés. Et il y a ceux qui vont signer des contrats parce qu'ils vont chercher du travail. Il y a certains qui sont considérés comme des criminels qui vont être déportés. Il y a d'autres qui sont kidnappés, enlevés, des enfants, des femmes, des hommes qui sont déportés. Bref, c'est tout un système, toute une organisation. Et donc ces personnes déportées là-bas, si on prend le cas de ceux qui sont, même de façon générale, parce qu'ils n'étaient pas esclaves à vie, peu importe les conditions dans lesquelles ils étaient emmenés. Donc ils devaient travailler jusqu'à une période bien déterminée. Mais le fait qu'ils soient blancs ne les épargnait pas des conditions inhumaines de cette pratique-là. Donc, ils étaient parqués aussi dans les calmes de bateaux. Ils étaient fouettés aussi. Ils n'étaient pas mieux traités parce qu'ils étaient blancs. Voilà. En gros, ce que l'auteur nous fait comprendre, moi, ce que je comprends par là, c'est que cette machine qu'on appelle la machine
l'impérialiste, hein, donc cet impérialisme qui a soif d'argent, de confort, etc., lui, il s'en fout qu'en face, il a un blanc, il a un noir, il a un indien, il s'en fout. Après, derrière, il va aller créer des raisons pour justifier pourquoi il le fait. Des fausses raisons, bien évidemment, qui ne sont pas valables. Mais il faut qu'il se donne bonne conscience. Il faut qu'il ne soit pas mal vu. Donc, il va créer il va créer des théories, des idéologies derrière. Mais on sait qu'avant tout ça, avant toutes les idéologies pour justifier, légitimer ce qu'il fait, eh ben, il le fait pour des raisons économiques, pour le gain et pour le pouvoir, toujours. L'économie et le pouvoir. Et donc derrière, oui, évidemment, on a vu le traitement, hein, ce qu'ils faisaient, comment ça se passait chez eux, les pendaisons à outrance, on a vu des enlèvements, on droguait les gens à l'alcool. Et le pire, parce que pendant la période, c'est une parenthèse, hein, la période de l'esclavage, hein, que ça soit en Grèce, que ça soit à Rome, il y avait bien évidemment ces kidnappings-là. Il y avait les kidnappings, donc quand... Oh là là. En fait, quand je lis sur l'esclavage, ça me donne mal à la tête parce que j'ai l'impression de découvrir, même si on sait déjà, hein, mais à quel point certains sont immondes en fait. Certains individus sont immondes. Et des fois, je me dis, mais comment on arrive à partager une planète avec ça? C'est pas possible. Bref, ok. Donc le climat, ce n'est pas un motif qui explique en fait pourquoi les Africains ont remplacé les Blancs. Et la raison valable, c'est l'économie. C'est l'économie. Parce que l'Africain, il est plus endurant, il travaille beaucoup plus, il est beaucoup plus dur, enfin beaucoup plus fort, et aussi il est obéissant. Il est obéissant parce que il est loin de chez lui, il est entouré de blancs, même s'il s'évade, même quand il est libre, il est obligé de rester là, à côté de là où il a toujours été asservi. Parce que s'il s'enfuit, ben on le voit de loin en fait, de par sa couleur, et voilà. Donc toutes ces raisons font que, eh ben finalement, ils vont préférer l'Africain. C'est moins compliqué à gérer. Et derrière, une fois de plus, ils vont créer bien évidemment des concepts pour se donner bonne conscience, quoi. Ils vont utiliser pas mal de concepts pour montrer leur supériorité morale. Donc voilà. S'il n'y a pas de personnes qui souhaitent réagir, bah on va clôturer le live aujourd'hui. Et la prochaine lecture, ça sera la semaine prochaine. Ça sera en début de la semaine prochaine. D'ailleurs, on a un live qui vient avec le frère Maniambé. Sujet très intéressant. Donc, je mettrai l'affiche. Vous aurez le temps. Comme ça, vous verrez la date, le jour, hein, la date, l'heure et le sujet, la thématique. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Vous partez d'ici aujourd'hui avec un élément en plus. Donc, en tout cas, moi, chaque fois que je lis sur des questions comme ça, il y a toujours un point. On apprend, hein, forcément, on apprend. Voilà. Même s'il y a des choses qu'on sait déjà, mais ça nous conforte quelque part dans ce qu'on sait déjà. Voilà. Donc, merci encore. Merci à ceux qui ont tapoté. Je sais pas si on a reçu encore d'autres restrictions, mais dans tous les cas, on en avait déjà 2 ou 3 quand j'ai commencé la lecture. Donc là, ça n'a pas sauté, donc je pense que vous avez tapoté. Et donc, merci encore. Gros merci à vous. Je vous souhaite
une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas où vous êtes, donc peu importe, mais prenez soin de vous. Merci encore à tous et on se dit à très bientôt, à la prochaine. Au